sera donné également par quelqu'un du CNES, donc Nicolas Delarge, qui va nous parler un peu plus en détail de Galileo spécifiquement et des nouveaux services offerts par Galileo. Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc comme présenté, je vais vous parler de l'organisation principalement de la constellation européenne, donc Galileo. Donc son organisation, parler des acteurs et des relations qu'ils ont entre eux, des services et des performances apportées par ces nouveaux services. Pour me présenter moi, contrairement à la plupart de ceux qui ont présenté, je ne viens pas directement du domaine du temps-fréquence. Je viens du domaine du GNSS, de la navigation précise. Donc on a besoin du temps et de la synchronisation quand on calcule un point, par exemple un PVT. Mais en général, pour nous, c'est plutôt un produit secondaire par rapport à la position qui est vraiment la grandeur qu'on cherche à estimer le plus précisément possible. Donc, je vais découper cette présentation en 3 parties. Donc, je vais faire un petit historique et parler de l'organisation de Galileo. Je vais parler des performances. Qu'est-ce qu'on mesure comme type de performance? Où est-ce qu'elles sont définies? Et je vais ensuite terminer par présenter des services de haute performance, notamment celles liées à la sécurisation. Et je vais parler brièvement d'autres services qui peuvent exister ou qui vont exister dans le futur. Donc, concernant l'organisation de Galileo, c'est lié à une volonté de l'Union européenne d'avoir un système souverain différent du système GPS pour des raisons bien évidemment de souveraineté. On ne pouvait pas se permettre, l'Europe ne pouvait pas se permettre pour certaines applications de dépendre du système américain. D'ailleurs, les Américains à l'origine ont fait beaucoup de lobby pour essayer d'empêcher l'Europe de se doter de Galileo. Donc il y a des documents qui ont été déclassifiés. Notamment, ils perdaient en fait la capacité à empêcher d'autres pays, par exemple, pas forcément l'Europe, mais la Russie ou la Chine, donc des pays concurrents et compétitifs par rapport aux États-Unis, de se servir de Galileo comme positionnement, par exemple à des usages militaires, que GPS pouvait se permettre il y avait un système de selective availability, pouvait se permettre de dégrader volontairement la performance du système, et comme ça personne ne l'utilise, donc il gardait le contrôle dessus. Bon, maintenant c'est plus le cas, il y a des accords qui sont passés avec les États-Unis, et les constellations sont interopérables. Donc il y a eu en décembre 2005, donc en 2003, le projet est établi, et en 2005, on a eu les premiers satellites de test qui ont commencé à diffuser des messages. Donc la constellation n'était pas du tout opérationnelle, c'était pour vérifier sur le principe que les satellites fonctionnaient bien. Ensuite, en 2007, donc il y a eu des problèmes en termes de financement et d'organisation du programme. La réorganisation a été complètement revue, et il y a eu une nouvelle définition, donc ce que je vais présenter tout à l'heure, donc des différents acteurs et des relations qu'ils ont entre eux pour que ça puisse fonctionner. En 2014, les premiers services, donc les services initiaux, ont été déclarés comme opérationnels. Les satellites ont été déclarés comme opérationnels utilisables, et les services associés ne seront déclarés opérationnels 2 ans plus tard, en 2016. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est à 25 satellites utilisables. Il y a 2 satellites qui sont en cours de mise en service, donc qui ont été lancés le mois dernier par SpaceX, et qui vont donc rejoindre la constellation. L'objectif à terme de la constellation Galileo, c'est d'avoir 27 satellites opérationnels avec 3 satellites en réserve. Je vais parler du futur. Donc le futur de Galileo, ça va être les nouveaux satellites G2G qui vont être approvisionnés donc, dans le futur
Ces satellites-là vont permettre de complémenter l'apport de services déjà possible par Galileo. Et donc cela doit passer à la fois par une évolution du segment sol et également à terme donc, du segment utilisateur pour que les utilisateurs puissent recevoir ces nouveaux services, ces nouveaux signaux et les utiliser. Donc cela va se faire de manière progressive. Et donc au niveau des dates, c'est à prendre avec des pincettes, mais on pense autour de 2030 pour l'Initial Operational Capability, où là les utilisateurs vont pouvoir commencer à utiliser et à recevoir le service de manière opérationnelle. Par contre, pour la capacité full opérationnelle, ce sera autour de 2035. Au niveau de l'organisation de Galileo, comme je l'ai dit, c'est un programme donc, de GNSS européen qui vient en complément donc, du programme EGNOS. Donc ces deux programmes pareil. Et donc, le but de ce programme, comme je l'ai dit, c'était que l'Europe se dote d'une constellation européenne. Il y a trois mots principaux. C'est une gouvernance européenne, souveraine et civile. Donc c'est ce qui distingue énormément la constellation Galileo des autres GNSS. Pour ce qui est de... Donc ça commence donc par le règlement espace, donc avec le Parlement européen et le Conseil européen qui ont déterminé les financements et la nature de ce projet. Ensuite, ils ont donné ce projet à la Commission européenne, qui va être chargée d'organiser tout cela et de financer. Pour cela, la Commission européenne va s'appuyer sur les compétences de l'ESA et elle va créer un organisme intermédiaire pour gérer les relations, qui s'appelle le SPA. Le SPA, donc anciennement c'était le GSC, va être le fournisseur de services. Donc c'est lui qui va déclarer quand les services sont opérationnels, quelles sont les capacités de ces services et va tenir des engagements de service. Le SPA publie régulièrement des rapports pour montrer que pour étudier donc, les performances de ces services et vérifier qu'ils sont bien dans ce que le SPA avait annoncé. L'ESA, quant à elle, organise plutôt côté recherche et développement, participe à l'évolution de la constellation, du design du système, et publie donc, notamment il y a eu Silo dans une appel d'offres, donc pour impliquer tout le tissu industriel européen qui est mis à contribution pour fabriquer donc, le système Galileo. En plus de cela, donc, on a des opérateurs. Donc c'est le SPA qui va déléguer l'opération de ces services à des opérateurs spécifiques. Par exemple, là j'ai parlé des services Galileo qui est géré par Space Opal. Le SAR Galileo est géré par par exemple COSPAR, SARSAT ou des centres de mission spécifiques à ce service-là. Et pour EGNOS, c'est le SSP. Concernant le CNES, à quel niveau le CNES va intervenir? Il va intervenir à plusieurs niveaux. Donc il va participer notamment au working group de la Commission européenne, donc participer au groupe de travail en amont pour définir les nouveaux usages, faire des retours sur les évolutions des systèmes et prévoir le futur, préparer le futur. Elle va venir en support à l'ESPA. Donc la Commission européenne demande des rapports réguliers à l'ESPA et en complément, le CNES va également fournir des rapports indépendants de performance. Et enfin, le CNES intervient auprès de l'État français. Donc tous les États membres interviennent au niveau du Conseil européen pour la constellation Galileo. Et donc le CNES va fournir un support au commandement de l'espace, au SGDSM et à la DGA concernant les services Galileo. Et bien sûr, le CNES va apporter un support aux industriels, aux laboratoires, pour tout ce qui est notamment lié à la technique, au financement et pour financer des projets de recherche. Donc, au niveau des segments Hello, Galileo a été divisé en 6 segments. Donc, ces segments ont été remportés il y a quelques années par des acteurs industriels. Et donc, tout cela est cadré. Donc, cela devait être des acteurs industriels différents,
avec une part de sous-traitance pour que tout le tissu industriel européen profite et se forme à la gestion des systèmes Galileo. Donc par exemple, on a Thales Airspace qui a été sélectionné pour le support de l'ingénierie système, tout ce qui est architecture et conception. Pour le segment spatial, pour créer les satellites, ça va être OHB, donc qui a créé déjà 14 satellites opérationnels. Pour le segment sol de mission, ça va être Thales Alenia Space. Pour le contrôle, cette fois-ci, ça va être Airbus. Pour les lancements, ça va être Ariane Espace, donc qui gérait les lancements donc, depuis la Guyane. Donc c'est passé par donc les lanceurs Soyuz, Ariane 5. Dernièrement, on a eu 4 satellites donc, qui ont été lancés par la Falcon 9 de SpaceX. Et là, prochainement, ce qui est prévu, c'est d'utiliser Ariane 6 pour les prochains batchs de satellites Galileo. Et enfin, Space Opal, comme j'ai dit, opère la constellation donc, à terme de 30 satellites. En ce qui concerne les performances, donc pour en parler, j'ai repris un peu, comme on est à l'université, la métaphore du contrôle des notes. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on va chercher à avoir une notion de résultat, et pour cela on va chercher un indicateur qui est quantifiable. Ça va permettre d'avoir un contrôle sur cette note, de connaître son évolution, mais un indicateur seul c'est bien, on va avoir besoin d'une référence. Donc pour cela, notamment l'ESPA, qui va me servir énormément de références dans les planches qui vont être présentées, va donner des seuils à ne pas dépasser, donc des services de performance minimum. Donc ces performances doivent être atteintes. Typiquement, on estime qu'on doit avoir 15 sur 20, si on fait du 8 sur 20, on est bon, on est dedans, si on est en dessous. Il faut justifier pourquoi, et l'enquête va être ouverte. En général, les niveaux de performance sont très généreux. Au niveau de la comparaison, on peut essayer de se comparer aux voisins, donc notamment avec GPS, avec Beidou, avec GLONASS en termes de performance, et avec la notion d'objectif. Donc toujours, on va chercher à valider les objectifs, et on va chercher à s'améliorer. Pour estimer une performance, par exemple, quand on va chercher des performances d'orbite, comment on positionne le satellite, il y a des erreurs qu'on fait. Par exemple, dans les messages de navigation, quand on positionne le satellite, on va chercher à se comparer à une référence. Par la référence, par exemple, ça peut être des produits finaux qui sont générés par les centres d'analyse 2 semaines plus tard. Donc ils ne sont pas disponibles immédiatement, mais ça va permettre d'avoir une référence, notamment avec une précision qui est beaucoup plus importante et qui va être, nous servir du coup, qui va être surtout d'un ordre ou 2 ordres de grandeur. Un ordre de grandeur plus faible que la performance des messages broadcast qu'on cherche à estimer. Et donc voilà, donc pour Galileo, la performance attendue, elle est disponible justement dans la documentation qui gère donc, la définition des services et des performances donc, publiées par le SPA. La référence, comme je l'ai dit, s'appelle des orbites diffusées par les centres d'analyse. Et pour comparaison, on se compare par exemple à GPS ou à d'autres constellations. En ce qui concerne les performances de l'Open Service, donc c'est le signal que actuellement la majorité des acteurs, des utilisateurs de Galileo utilisent. Donc on a une disponibilité de services dans le monde de plus de 99%. On a une précision en général inférieure à 20 cm dans les données de navigation quand on positionne les satellites. En statique, en 2D, on est plutôt de l'ordre de métrique. Et on peut estimer également la vitesse grâce à la mesure de Doppler de l'ordre de 5 à 10 cm quand l'environnement est favorable. Dans les faits, ces performances-là qui sont mesurées par l'utilisateur sont bien meilleures que les services de performance minimum attendus. Donc on a des performances, par exemple, en termes de précision. Donc on va regarder le signal qui est envoyé par le satellite, et donc on va avoir des indicateurs, donc le CISE, qui est un mélange en fait entre la précision de l'horloge du satellite et la précision de la position du satellite, telle que vue par l'utilisateur sur la mesure de pseudo-range. Donc ça va être des précisions soit par satellite, soit pour tous les satellites. Il va y avoir la même chose par exemple pour la dissémination du temps par Galileo et à terme également une performance sur le niveau de positionnement de l'utilisateur final.
Donc on va avoir des conditions quand on va chercher à évaluer ce niveau de performance. Typiquement, il ne faut pas se mettre dans des canons urbains, par exemple, sinon ça n'a pas vraiment de sens et forcément la performance est dégradée. Il y a également donc, des performances en termes de précision, il y a également des performances en termes de disponibilité. Il faut que les signaux des satellites soient disponibles. Il faut qu'on puisse calculer une position. Il faut que la géométrie soit suffisamment bonne pour que n'importe où sur Terre on puisse calculer une position à chaque instant, la plupart du temps, etc. En termes de performance, donc, je vais présenter là quelques indicateurs. Donc ici, on a tout d'abord en haut à gauche la disponibilité des signaux Galileo, donc sur 3 périodes. Donc ici, c'est d'avril 2024, mai 2024 et juin 2024. Donc c'est le dernier rapport qui a été publié. Et on voit qu'on a quasiment 100% de disponibilité. En ce qui concerne le CIDE, comme je vous l'ai dit, c'est un indicateur donc métrique qui mesure in fine la précision de la mesure de pseudo-range en termes de signal émis par le satellite. On est autour de 98% de disponibilité, donc supérieur au niveau de performance minimale qui est de 92. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est notamment pour le signal, pour la précision, où là on a on doit atteindre un niveau de performance de 7 mètres, en fait on est bien en dessous au niveau du satellite, on est à 20 cm. En termes de précision, donc on est de l'ordre métrique. En général, il y a grosso modo un facteur 2 entre la précision horizontale et la précision verticale, mais on est de l'ordre de 2 mètres, du mètre pour l'OS, avec des niveaux de performance à 95% et à des pourcentages plus élevés. Au niveau des services de haute performance et sécurisation, je vais présenter d'abord les différents services qui sont disponibles avec Galileo. Donc il faut savoir que contrairement aux autres constellations, Galileo a décidé de profiter de cette constellation GNSS pour développer une gamme de services supplémentaires, en plus du service OS, donc qui permettent le positionnement et la dissémination du temps. Donc l'Open Service, donc, comme je l'ai dit, c'est un service gratuit avec une précision métrique. C'est le service donc, qui est disponible donc, depuis 2016 et on espère qu'en 2025 on va atteindre la full operational capability quand les 27 satellites de la constellation seront opérationnels. Ce service OSA, il a des faiblesses, notamment en termes de sécurité, puisque c'est un signal qui est complètement ouvert, que tout le monde peut reproduire pour se faire passer, pour échanger, donc transmettre des faux messages de navigation ou des fausses télémesures. Et donc, il y a des services complémentaires qui sont développés pour s'en prémunir. Il y a par exemple le PRS, donc qui est un signal gouvernemental, donc à ne pas confondre avec par exemple GPS qui lui utilise des signaux militaires. Là, comme le GPS est une constellation civile, on parle de signaux gouvernementaux, donc qui sont utilisés par les secours, par des infrastructures critiques, notamment de télécommunications, et par les militaires, bien évidemment. Ces messages-là, ils ont la particularité d'avoir un niveau de performance en termes de disponibilité plus élevé et une plus grande résilience au brouillage et au spoofing. Alors le spoofing, c'est simple, en fait, le PRS, on ne connaît pas le code PRN, dont on a parlé ce matin, pour identifier les satellites directement. En fait, c'est de la donnée sensible, et donc il faut pour cela s'enregistrer et passer par les États qui délivrent ce code PRN. Donc on peut difficilement reproduire ce signal-là. Et en plus de cela, le code PRN, contrairement à l'OS, est 10 fois plus long. Donc ça veut dire qu'on va avoir un étalement du spectre qui est beaucoup plus important, et donc on va avoir une résilience au brouillage qui va être meilleure un peu que l'OS. Au niveau donc, des services, donc je reviendrai plus tard dessus en détail, donc il y a l'OSNMA qui va permettre d'authentifier les messages de navigation, et le CAS, donc le Commercial Authentication Service. Bon, on verra plus tard, mais en fait il va être disponible gratuitement, quand bien même il y a l'appellation commerciale dedans,
qui va permettre d'authentifier la télémesure. Il y a également le HAS, qui est un service qui va permettre d'améliorer la précision du positionnement, donc des constellations Galileo et GPS. En termes de futurs services, il y a le timing service. Donc, je ne vais pas élaborer beaucoup dessus parce que ça va venir avec les constellations G2G, mais ça va être un service qui va pouvoir fournir des informations de temps et de synchronisation, et notamment de monitorer le GST et les produits UTC. Donc, ce n'est pas juste de la dissémination du temps et ce qu'on obtient comme produit annexe quand on utilise le S, ça va être un service particulier avec des performances attendues qui va permettre de monitorer le temps, notamment de la constellation. En plus de cela, on a deux services complémentaires donc, qui utilisent le support donc, du satellite Galileo et de la constellation pour faire des services liés au secourisme et à la sécurité. Donc il y a le Search and Rescue, donc, qui est un service initial donc, depuis 2016, et dernièrement il avait reçu une amélioration en 2020 avec un lien descendant. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Donc ça permet, donc, notamment dans les applications maritimes, le personnel qui part à bord a la possibilité d'avoir une balise SAR, donc une balise qui va émettre un signal qu'on va activer en cas de danger pour se positionner et être secouru. Donc ce signal, il va être capté par les satellites Galileo, notamment qui sont équipés d'une charge utile particulière dans le cadre de cette mission-là, et ça va être descendu à des centres de contrôle, notamment COSPAR, SARSAT, à des centres de mission, qui vont analyser le signal, remonter la position et alerter les services de secours compétents pour qu'ils puissent intervenir. Donc c'est très utilisé, donc je crois qu'il y a plus de 50 000 personnes actuellement qui ont été secourues par ce service-là. Et donc il y a eu, comme je l'ai dit en 2020, une amélioration de ce service, c'est-à-dire quand l'utilisateur activait la balise SAR, il ne savait pas en fait s'il avait bien été entendu. Donc il y a un lien descendant maintenant, où le satellite Galileo va dire à l'utilisateur ton signal a bien été transmis, je t'ai bien entendu, un peu de patience, et voilà. Il y a moins d'inquiétude pour l'utilisateur, il y a une petite diode verte qui va s'allumer pour lui signaler cela. En 2025, il y a un nouveau service qui est prévu, donc c'est l'Emergency Warning Satellite Service, qui va être un service qui va permettre de diffuser via les signaux GNSS des informations aux populations, donc qui peuvent être touchées dans le cadre de catastrophes naturelles ou humaines. Donc pourquoi il y a ce système-là, alors que notamment il y a déjà des systèmes mobiles qui peuvent exister et qui font le même travail, simplement parce qu'en termes de sécurité, la redondance c'est toujours mieux. Il y a également le fait que le réseau mobile c'est bien, mais s'il y a une inondation, un séisme, les antennes, contrairement aux satellites où ce n'est pas juste un lien descendant, il y a besoin de communication, peuvent être saturées, surchargées ou indisponibles, détruites. Et donc ça va permettre de pallier ces problèmes-là. En plus de cela, donc, la plupart des récepteurs, donc, tout le monde a un téléphone qui capte le GNSS, donc il n'y a pas de... le message va être transmis au plus grand nombre. Maintenant, on va parler aux thématiques principales, vraiment on va s'attarder sur trois services en particulier. Donc l'OS-LMA, l'authentification de la mesure de ranging et le HAS. Donc j'ai repris les cartes pour montrer que donc, de GPS Jamming et de Sky Tracker qui montrent les différents brouillages qui existent. Donc c'est une thématique qui devient de plus en plus importante et mise en avant sur le devant de la scène de par l'actualité internationale. Donc on voit que notamment au niveau de la frontière ouest de la Russie, au niveau de l'État d'Israël, il y a beaucoup d'interférences GNSS. Il n'y en a pas au-dessus de l'Ukraine parce qu'en fait les avions, enfin ces cartes-là utilisent en fait les avions pour mesurer la qualité du signal. Et donc la zone aérienne de l'Ukraine n'est pas fréquentée, donc il n'y a pas d'information. Il y a également du spoofing. Notamment, là c'est un aéroport en Cisjordanie, où on voit la Sky Tracker qu'en fait on a 5-6 avions qui sont positionnés exactement au même endroit.
Donc là, on se dit qu'il y a un souci, en fait, ils ne sont pas tous au même endroit, c'est pas possible. Voilà. Et donc, ce problème-là, d'où ça vient, en fait, c'est lié à la nature du signal OS, qui, comme je l'ai expliqué, est ouvert. N'importe qui peut le reproduire pour se faire passer pour lui et ignorer ou perturber des utilisateurs. Donc là, je vais principalement parler d'authentification. Donc ça ne va pas agir sur le brouillage, ça va permettre de limiter par contre le leurrage. Donc le premier service dont je vais parler, c'est l'OSNMA, donc qui était en phase de test jusqu'à cet été, donc en été 2024. Et donc le SPA devrait déclarer prochainement le service déclaré comme le service initial déclaré comme opérationnel. Je n'ai pas encore vu la notice, mais ça ne saurait tarder d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, je pense. Donc, comment marche l'OSNMA? C'est lié au message de navigation. Donc, sur une E1B, donc le service INAV, le message de navigation va contenir des clés. Donc sur 40 bits, on aura des informations sur le message. Ensuite, il y a un protocole particulier donc, qui s'appelle le protocole Tesla. Je ne vais pas rentrer forcément beaucoup dans les détails en termes de cybersécurité parce que ce n'est pas forcément mon cœur de métier, mais ça utilise le principe de cryptage, de chiffrement asymétrique, donc avec un système de clés privées, clés ouvertes, et qui a des bonnes propriétés vis-à-vis du service qu'on cherche à avoir. Typiquement, ça n'a pas utilisé beaucoup de bandes passantes, donc on va chercher à l'économiser. Il y a également une bonne tolérance si jamais il manque des messages de navigation. Parce que quand on utilise le GNSS, on peut avoir un masquage, ne pas recevoir un message de navigation pendant un certain temps et retrouver le satellite plus tard. Donc ce système-là passe outre et permet de générer l'authentification. Donc comment, dans les faits, cela se passe? Donc le côté récepteur, en fait, il va utiliser une clé publique, donc qui est générée donc, par donc le signal INTRED, donc les infrastructures Galileo, qui est la clé qu'on appelle root, donc la clé, on va dire, primaire, principale de Tesla. Ensuite, il va venir combiner sa clé publique à ce message-là pour former une clé qui sera liée à la fois au service et à l'utilisateur. Cette clé-là, en fait, va y avoir, soit il recommence ce processus-là, soit il y a un système de chaîne qui va permettre de propager cette clé-là pour authentifier les différents messages de navigation, parce que ces messages de navigation, ils vont évoluer dans le temps, donc ils ont besoin d'une clé supplémentaire. Ensuite, donc, cet algorithme-là, il est fait en interne. Par une autre voie, donc par le signal InSpace, donc le signal transmis reçu par le récepteur, il va recevoir une nouvelle clé. Et il va calculer ensuite un tag qui va être lié à la clé et au message de navigation reçu. En fait, si ces deux clés-là correspondent, alors ça veut dire que le message qui a été généré a bien été encodé via le signal espèce, le petit signal espèce, et ce n'est pas un signal qui a été reproduit. Donc si ça correspond, le signal est authentifié, donc on a confiance dans les messages de navigation. Au niveau des tests, donc ça c'est une campagne de tests de 2022, donc ça a été en test plusieurs années, donc là comme je l'ai dit, c'est arrivé à son terme. En termes de disponibilité, on est très très bon, et en termes de performance, en fait, si on utilise le message de navigation authentifié, on ne perd pas de performance parce qu'on pourrait se dire, mince, les messages de navigation vont être un peu différents, je ne vais pas tous les recevoir si je n'ai pas la clé. En fait, ça marche très très bien, on a des niveaux de performance en termes de précision de positionnement très similaires. Au niveau du cas, cette fois-ci, qui va permettre d'authentifier la mesure de pseudo-range, ça va être un service qui n'est pas encore disponible. Donc, je vais rester sur les grands principes. Il n'y a pas encore eu de démonstration à échelle réelle de ce service-là. Donc, comme j'ai dit, c'est le signal qui s'appelle Commercial Authentification Service. Sur l'origine, on pensait mettre un service commercial payant
sur cette bande, sur ce signal-là. Ensuite, ça a évolué. On s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un système d'authentification du signal. Donc maintenant, on peut croiser les deux notations, soit le signal CAS, soit le signal SAS, SAS. Des fois A, SAS, A comme assisted, parce que c'est un signal semi-assisté, on a besoin d'une connexion Internet pour pouvoir utiliser pleinement ce service-là. Donc, comment ça marche en fait? On a un autre signal, cette fois-ci sur la bande E6, E6C, qui est aujourd'hui un signal ouvert, mais qui n'est pas directement utilisable, parce qu'il nous manque encore des informations dessus, typiquement le TGD, pour pouvoir utiliser ce signal-là. Mais on se dit qu'il y a un espace, on va s'en servir pour chiffrer la mesure de ce orange. Donc comment ça marche? En fait, l'utilisateur va contacter d'abord le GSC par Internet et va télécharger en amont des données, des codes chiffrés. Donc c'est ce qu'on appelle des Real Encrypted Code Sequence, RECS, depuis un serveur. Donc ça, il a un signal donc tissé via le protocole de communication qu'il est sûr et bien fourni par le GSC, par le service SAS. De l'autre côté, il va recevoir le signal E6C. Il va utiliser une première fois le service OSNMA pour déchiffrer ce signal. Et ensuite, ce qu'il va faire, il va corréler ce signal E6C déchiffré avec l'OSNMA avec les signaux qu'il a déjà prétéléchargés et va regarder s'il y a une corrélation. S'il y a une corrélation, le signal E6C est valide, il est sécurisé, et donc ça veut dire que le signal est authentique, on peut l'utiliser. Au niveau du HS, donc c'est un service qui était entré en phase de test en 2021, qui a deux niveaux de service. Donc actuellement, c'est le service de niveau 1, qui a été déclaré donc initialement ouvert en 2023, et qui est un service, lui, qui n'est pas lié à l'authentification, qui est lié à la performance, notamment de précision. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce service-là, les satellites vont transmettre des pages, et via le code, un code correcteur de Rick Salomon, va reconstruire ce signal-là à partir d'une partie des pages qui vont être transmises par les différents satellites. Ces pages-là, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent des corrections d'orbite, d'horloge, des corrections de biais de code, et en théorie de biais de phase pour le niveau de service 1, même s'ils ne sont pas encore disponibles. Et ces messages-là, en fait, ils sont disponibles donc, sur la bande Galileo E6B, et ça va permettre de corriger donc, les différents signaux, donc l'OS de Galileo et de GPS. Au niveau des corrections, qu'est-ce que ça va apporter? En fait, ça a des messages de correction qui vont être rafraîchis beaucoup plus fréquemment. Et donc, ça va permettre, notamment en termes d'horloge, de fitter beaucoup plus régulièrement l'horloge et d'avoir moins d'extrapolation. Ça va avoir un impact énorme sur GPS et un très bon impact également sur Galileo. Parce que comme on l'a dit, donc dans le meilleur des cas, GPS est actualisé toutes les 2 heures, Galileo au mieux toutes les 10 minutes. Là, on va avoir des messages dits longs pour les corrections de biais de code, biais de phase et d'orbite toutes les 50 secondes, donc quand même assez fréquemment, et 10 secondes pour les horloges. Et donc là, ça va être pour Galileo, pour l'orbite Galileo. À gauche, je vous ai présenté donc, en rouge la performance OS, en vert la performance, donc, la position du satellite corrigée du HS, donc pour un satellite donné, et à droite c'est pour tous les satellites. Donc on voit qu'on améliore grandement la précision de l'orbite déjà. On passe d'à peu près 40 cm en OS à une dizaine de centimètres en HS. On divise par 2 l'erreur. Donc on est bien au-delà du niveau de performance attendu pour le HS qui est de 20 cm. Au niveau du temps, donc c'est là où ça va être l'apport va être le plus important. Et c'est comme vous voyez à gauche, on a une horloge qui en fait, comme elle est rafraîchie toutes les 10 minutes, va avoir le temps d'évoluer. En fait, c'est très difficile de prévoir le comportement d'une horloge, donc va vivre sa vie.
Et donc régulièrement, en fait, le HAS va apporter des corrections et grandement améliorer le signal, l'horloge du signal. Et donc là, pareil, on passe de 25 cm sur l'horloge Galileo à une dizaine de centimètres. Et donc, il y a pareil, donc, en ce moment, il y a des biais de code qui sont diffusés par Galileo. Et donc, ça va permettre également de corriger, de venir apporter une petite modification aux mesures de pseudo-range qu'on effectue sur certains signaux. Et donc là, il y a un niveau de performance que les biais de code vont être inférieurs à 50 cm. Ça permet de contrebalancer avec l'horloge de bien équilibrer les signaux. Les grandeurs, en fait, comment on va les répartir entre les horloges et les biais de code. Et donc, on voit qu'on a des niveaux de performance qui sont clairement atteints. Et donc, j'ai comparé donc, sur ce schéma-là le CISE. Donc, comme je l'ai dit, le CISE, c'est une métrique qui combine au niveau spatial le signal émis par le système spatial. Donc, dans l'espace, donc ça va être ici une grandeur qui va cumuler les erreurs d'orbite et d'horloge, et qui peut être calculée soit un utilisateur médian, donc on fait une intégrale moyennée sur la surface de la Terre, ou au pire utilisateur. Et donc là, je vais comparer les différentes performances des constellations. Donc comme on voit pour Galileo, en fait, entre l'OS et le HAS, on a une performance qui est quasiment qui est d'un tiers en RMS et en CISE, donc qui est plutôt bon. Et alors pour GPS, en fait, là, on augmente quasiment de 75% la performance, parce qu'en fait, c'est surtout l'horloge qui va être rafraîchie beaucoup plus fréquemment, et donc qui va avoir une contribution très importante en fait, dans cette performance. Je vous remercie de votre attention. Voilà, j'ai 37 minutes, donc je vais en profiter pour détailler 2 services annexes que je n'ai pas précisés. Voilà, ça me permet d'ajuster un peu le temps de la présentation. En plus de l'OS, donc on a ce qu'on appelle des ISM qui vont être diffusés et qui fournissent un service qui va être complémentaire en fait, enfin similaire à celui d'EGNOS, c'est-à-dire les satellites vont estimer eux-mêmes leur niveau d'erreur et leur probabilité d'erreur et de panne. Ils ne vont pas estimer eux-mêmes, ça va être retransmis par le segment sol, mais ils vont le retransmettre directement à l'utilisateur. Et ce système-là, en fait, pourrait, pourquoi pas à terme, en tout cas fournir un service complémentaire à EGNOS, puisque ce service-là, comme il est diffusé par les satellites, va permettre d'assurer une intégrité du signal Galileo à l'échelle globale, et donc pas uniquement dans la région européenne. Donc c'est un service qui est encore en développement, parce que c'est quelque chose qui est actuellement très difficile à mettre en place. Et si on veut qu'il soit notamment pertinent dans le domaine de l'aviation, c'est des niveaux de performance attendus et des exigences qui vont être très élevés, donc ça va demander un peu de maturité. En plus de cela, donc, il y a au niveau du service HAS, je vais revenir dessus, il y a le niveau de performance 2 du HAS qui est prévu, qui lui va être plutôt centré sur l'Europe, là où le niveau 1 est un service global, qui va apporter des corrections et des estimations en fait, de l'état de la ionosphère et de la troposphère, donc à l'échelle locale européenne. Et cet apport-là va permettre d'améliorer notamment la précision si on utilise des récepteurs monofréquences à une bande comme c'est le cas dans les téléphones, et va surtout améliorer le temps de convergence qui passerait de à peu près 300 secondes pour l'OS à une centaine de secondes si on utilise ce service-là en l'air. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Commencer. Juste pour revenir, tu as parlé de Commercial Authentication Service. Oui. Juste pour comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on authentifie concrètement? Alors en fait, quand on va calculer une position en OS, on va devoir à la fois recevoir un message qui va nous fournir la position du satellite et un message, donc le code PRN qu'on va décoder, qui va nous fournir une télémesure, une distance concernant du récepteur au satellite. Donc le premier système que j'ai présenté, qui est l'OSNNA, va venir authentifier le message de navigation
et va permettre donc d'assurer le positionnement du satellite. Le service CAS va être un service complémentaire qui va permettre d'assurer cette fois d'authentifier la mesure d'obsolescence de range de distance. Moi j'ai une petite question sur l'algo de crypto asymétrique là, que tu utilisais. C'est quoi? C'est des clés elliptiques? Là, ça sort de mon domaine de compétences. Donc, j'ai mis la la taille de la signature, elle fait combien là? Je voyais 32. Est-ce que c'est le mat qui est derrière là? Plus la clé alors... ça, c'est la longueur du tag, c'est pas la clé. C'est la longueur du tag. Ça va être, on va calculer un indicateur. Et on va comparer cet indicateur-là avec celui qu'on a calculé d'une autre manière et vérifier que ça matche. Donc c'est la signature pour l'authentification. C'est ça. Ça fait 32 bits. Après, la source, notamment pour les services, ça vient du service provider de l'EFRA. J'ai mis en bas de page les liens, notamment pour en savoir plus, si jamais vous êtes intéressés. Justement, toujours sur le système de crypto, la question qui se pose effectivement, vu ce qu'on observe sur les possibilités d'attaque, c'est notamment les fréquences de rotation des clés. Oui, alors les fréquences de rotation des clés, en fait, comme ça va être lié au message de navigation et aux signaux, ça va être deux serveurs de là. En fait, à chaque message de navigation qu'on va recevoir donc, toutes les 10 minutes, on va avoir une clé qui va être associée. Et on va avoir un algorithme interne qui va permettre soit directement calculer la clé primaire et refaire le calcul de la clé de déchiffrement côté utilisateur, soit on va pouvoir se connecter une fois et propager cette clé-là qui va évoluer avec le message de navigation pour assurer l'authentification du signal à chaque itération, en fait, à chaque fois qu'un nouveau message de navigation sera diffusé. Même dans le véhicule. Oui, il me semble. Le système CAS et le système HAS sont sur la même fréquence aussi, c'est ça, j'ai pas tout compris. Ils sont sur oui, la même fréquence de 6. Il y a plusieurs. Comment on les distingue du coup c'est pas, du coup, comme c'est deux services différents. En fait, on peut émettre plusieurs signaux différents sur une même bande de fréquence. Typiquement, pour la télémesure, en fait, on utilise un code PRN. Pour encoder la télémesure, en fait, on reçoit toutes les télémesures de tous les satellites sur le même signal. Et on arrive à les distinguer. Là, pour les bandes de fréquence, en général, c'est soit on considère le signal en phase et en quadrature. Et pour E6, il me semble que c'est un peu différent pour Galileo, mais ça reprend un peu le même principe. C'est des combinaisons des modulations qu'on dit BOC ou ALBOC, mais qui reprennent un peu ce principe-là et qui permettent de les distinguer. Moi j'ai une question, enfin j'ai deux questions, mais d'abord sur le signal gouvernemental, si le secret c'est juste les PRN qui ne sont pas publics, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas quelqu'un qui craque ça Alors les codes PRN, donc, comme je l'ai dit au niveau militaire, ils sont 10 fois plus longs que les codes REST. En plus de ça, donc, il y a un chiffrement supplémentaire. Et tout ce qui est, donc c'est quelque chose qui est sensible. Donc si on a un récepteur qui fait du PRS, toutes les données qui vont en sortir et tout vont être classées sensibles. Et donc là, ça va être plus d'un point de vue organisation. Tout ça, toute une chaîne, en fait, les utilisateurs PRS, les récepteurs, tout ça est tracé, enregistré. Et il faut faire des demandes donc, auprès du gouvernement si on veut avoir un récepteur PRS. Et il faut évidemment que le besoin de justifier, qu'on ait les accréditations nécessaires. Mais il y a des clés de décryptage qui sont changées régulièrement. Je pense, oui. Après, ils ne sont pas très bavards sur le sujet. Tu as précisé que le HAS s'appliquait aussi au GPS. Oui. Donc, comment est-ce que c'est fait administrativement et politiquement? Et deux, techniquement, parce que c'est deux systèmes qui sont censés être disjoints. Alors, c'est des systèmes disjoints, mais il n'empêche qu'on peut en fait tous les deux les observer. Donc le HAS en fait s'appuie sur un réseau de stations européennes, donc il y a une 15-16 stations en Europe qui vont recevoir les signaux
des constellations, donc Galileo et GPS. Donc on va avoir en fait une redondance. En fait, on connaît la position de ces stations-là et on va recevoir plein de signaux. Et donc en inversant le problème cette fois-ci, en ne cherchant pas à positionner les stations en quelque sorte, mais en cherchant à positionner les satellites, on va pouvoir calculer des corrections. D'accord. Mais personne n'a demandé son avis au gouvernement américain pour publier des trucs comme ça. Je pense qu'il y a c'est issu de coopération internationale. De toute façon, les 4 systèmes GLONASS et tout sont conçus pour être interopérables. Donc il y a des groupes de travail, notamment au niveau scientifique et tout. Notamment par exemple d'un point de vue positionnement. Quand on calcule une position avec un système, en fait, on peut, les 4 systèmes utilisent des référentiels, donc des systèmes qui permettent de se positionner un peu différents, mais en fait ils sont très très proches, ce qui fait que les systèmes sont interopérables. Et donc quand on calcule une position par exemple avec un smartphone, en fait on utilise déjà les 4 constellations, elles sont interopérables. Et donc oui, il y a de la coopération, surtout d'un point de vue scientifique, pour utiliser principalement les 3 systèmes. GLONASS souvent est utilisé également en apport, mais comme la précision est un peu moins bonne, souvent la solution GLONASS est écartée. Dans la liste de tous les services, tu n'as pas marqué ce qui était gratuit ou pas. OS, c'est gratuit. L'ETS, quand il y aura le G2G, est-ce que ce sera gratuit Il me semble qu'il va être gratuit. Donc en fait, il me semble qu'il n'y a pas de service. La philosophie de l'Union européenne, au début, pensait pouvoir fournir un service payant. Finalement, les services vont être gratuits. Pas toujours ouverts, notamment le cas du PRS, et puis certains services vont être protégés plus fortement, notamment les SAR, et puis tout ce qui est lié à la sûreté et à la sécurité. Ça, c'est une question bête, mais quand on utilise plusieurs constellations, est-ce qu'on arrive à récupérer les signaux de tous les satellites pour les combiner pour faire une position, mais est-ce qu'on calcule plusieurs positions pour chaque constellation avant de... Je sais pas si vous me faites comprendre. Ça dépend des algorithmes. Donc ça dépend du récepteur. Donc globalement, la plupart des récepteurs, notamment téléphones, fonctionnent sur une bande. Donc il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs signaux sur plusieurs bandes qui sont émis. Les téléphones n'utilisent par exemple qu'une seule bande, mais maintenant les téléphones récents sont capables de capter les 4 constellations. Et en fait, résolvent ce qu'on appelle un PBT. Donc on met toutes les mesures ensemble, on inverse le système et on a la position. Après, selon comment on programme l'algorithme et tout ça, on peut pouvoir sortir une position que Galileo, que GPS. C'est dû notamment si on cherche à évaluer les performances d'un système en particulier. Il y a dans le Search and Rescue, là, les messages, il n'y a pas de chiffrage de la part pour le module vers le message qui remonte vers la constellation. Je ne pense pas qu'il y ait besoin, je n'ai pas vu ça en tout cas dans C'est-à-dire on peut faire des faux appels à l'aide. Alors non, c'est pas un lien montant, c'est pas l'utilisateur qui va appeler à l'aide, qui va demander à l'aide et que son message soit retransmis. Ouais. C'est la constellation, quand il y a des zones sinistrées, notamment les réseaux mobiles, ils vont pouvoir prévenir par exemple les utilisateurs sur une région. Attention, il va y avoir une tempête qui approche. Non, mais ça, c'est le dernier service, c'est pas le Search and Rescue. Ah, pardon, oui, j'ai mal compris. Vous pouvez répéter dans le Search and Rescue, il y a un message qui part d'un utilisateur en détresse, qui va tirer un tonne. Le message, il va remonter vers la constellation. Et donc ça, ce message-là, il n'est pas chiffré. Alors, il n'y a pas d'authentification derrière. Non, mais les balises SAR sont toutes enregistrées auprès des centres notamment Cosmar, Sarsat et tout ça. En fait, on sait quelle balise a été activée via le signal qui est remonté. Donc, est-ce que je peux pas faire du délit de service et dire tiens, je prends mon truc là, la SDR, et puis j'envoie un signal, un faux signal, une dureté d'identité d'une balise SAR. Ouais. Non mais on trouve de temps en temps par contre des balises qui sont jetées à la poubelle et qui émettent, et quand c'est sur la terre ça fait bizarre, mais non mais ça peut arriver qu'il y ait des faux signaux de toute façon, il y a plusieurs raisons. Il faut être hermétique bien sûr. Constantin ?
D'abord, la question de curiosité pure. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont voulu positionner cet avion au même endroit? J'en ai absolument aucune idée. En général, c'est les aéroports. C'est sur les aéroports. Donc, si vous allez sur Flight Tracker, vous zoomez sur les aéroports de zones un peu sensibles. Il y a un orage qui est fait sur un point particulier de l'aéroport et qui permet, donc, qui a des effets visibles. En fait, tous les avions vont être regroupés au même endroit. Mais après, pourquoi ce point-là? Je pense que c'est un choix arbitraire qui n'a pas vraiment d'importance. Et la deuxième question, je ne sais pas si c'est à toi ou éventuellement à Catherine. GPS fournit deux types de services, le positionnement et le timing. On a vu beaucoup d'exemples d'attaques contre le positionnement. Est-ce qu'on connaît déjà les cas quand les gens ont visé le timing et pas le positionnement? En fait, c'est deux services-là. En fait, c'est le même service, c'est le service OS ou le service ouvert GPS. C'est quand on reçoit les signaux, on va estimer à la fois la partie position spatiale et la partie temporelle. Donc, c'est deux grandeurs qu'on va chercher à estimer. Et donc, à partir d'un même signal. Et donc, si les signaux sont brouillés, en fait, ou leurrés, ça va intervenir sur les deux estimateurs. Oui. On a montré qu'on peut leurrer le temps. On a montré qu'on peut leurrer le temps sans leurrer la position. Non, c'est pas. Est-ce qu'on a identifié des cas où les gens voulaient leurrer le temps? J'ai jamais réussi à identifier de cas où ça a été utilisé. Mais comme d'hab, si ça a été utilisé, personne ne l'a dit. Parce que moi, je ne suis pas au courant. Moi, j'ai une application avec les partenaires. Pour avoir un ticket jusqu'à 2036. J'avais une question, je voulais savoir si le service OS NMA il est disponible que dans les récepteurs des dernières générations pour avoir déchiffrer tout ça Oui, c'est des messages. Alors, je ne connais pas les récepteurs compatibles, mais en sortie de récepteur, souvent des fois on a les données brutes. Il faut que les récepteurs soient assez récents pour pouvoir décoder et utiliser ce message-là, parce que c'est un nouveau message dans le service qui est encodé d'une manière particulière. Parce que c'est intégré dans le récepteur, c'est pas au niveau applicatif utilisateur, c'est le récepteur qui fait ça. Oui. Oui, tout ce qui est OS animal et tout, en fait, ça va être interne au récepteur, parce que ça va être lié en fait à un couple clé publique, clé privée associé à ce récepteur-là, qui va permettre lui-même d'authentifier les propres signaux qu'il reçoit. J'ai aussi une question. Je ne me rappelle plus si c'était le HAS ou le TS, mais tu as mentionné quelque chose qui broadcastait l'information de la perturbation ionosphérique locale. Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à des réceptions bibandes ou est-ce que c'est juste moins cher au récepteur et puis c'est bien comme ça? Alors, donc les informations de l'atmosphère, c'est surtout en fait l'ionosphère qui nous embête, notamment récemment avec les pics d'activité solaire qui vont venir perturber la ionosphère. Ces effets-là, en bifréquence, ils sont quasiment inexistants. Enfin, on arrive à en supprimer 99%. Donc après, ça reste de l'ordre du bruit de la mesure. Donc si on ne cherche pas à atteindre des précisions de l'ordre du centimètre avec des méthodes particulières, ça suffit amplement. Bon, après, les récepteurs bifréquences, en fait, ça nécessite d'avoir des antennes qui sont capables de capter deux bandes. Parfois plus si on fait plusieurs de constellations, parce que les bandes supérieures ne se recoupent pas forcément pour les constellations. Et donc, ça va être sûrement utile pour le public. Il faut savoir que 60% à peu près des récepteurs GNSS, c'est les smartphones. Et en général, donc, pour des soucis de coût, d'encombrement, donc une antenne et qui ne fait qu'une bande, donc la bande est là. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas estimer la ionosphère pour la retirer avec du bifréquence. Donc là, ce service-là sera particulièrement utile. Merci beaucoup encore Nicolas.